Bonjour Grégoire, Bonjour. Bonjour. merci d'être avec nous, d'avoir accepté, c'est vraiment super. Grégoire Korgonov, photographe reporter au départ, photographe sur le programme, on a écrit photographe de façon barrée pour dire que tu l'es toujours mais tu l'es plus. Et tu as une approche qui se dirige un petit peu vers l'installation et donc vers la question de l'art. Et c'est quelque chose qui est assez fréquent aujourd'hui du côté de la photographie contemporaine, c'est que l'image seule ne suffit pas ou semblerait ne plus suffire. Le fait photographique uniquement comme fait d'information ou d'actualité n'est plus la seule raison d'être de la photographie, et donc ça va plus loin. Je précise que tu es un des co-créateurs de cette très belle revue qui s'appelle De l'air, et puis que tu interviens très très régulièrement aux rencontres de la photographie, rencontres internationales de la photographie en Arles. Voilà. Merci beaucoup Guy pour cette présentation. Alors je vais faire un partage d'écran tout de suite. Hop. Donc je vais essayer d'expliquer ce que c'est que mon parcours. Moi, donc j'ai commencé la photo en 91. Donc nous sommes en 2021. Donc ça fait donc 30 ans que je suis photographe. C'est pas rien comme parcours, surtout au regard de évidemment comment le métier a évolué. Entre les années 90 et les années 2020, beaucoup de choses ont changé dans le métier. Et évidemment, moi, je suis un photographe qui a commencé par l'argentique. Et aujourd'hui, je ne fais plus d'argentine, je ne fais que du numérique. Et finalement, en déroulant 30 ans de photographie, je vais essayer d'expliquer mon parcours et comment j'ai, finalement, en gardant ma base, comment j'ai réussi à me déplacer vers d'autres pratiques et surtout vers d'autres supports de diffusion. Parce que ce qui a beaucoup changé finalement entre les années 90 où j'ai commencé la photo et aujourd'hui, ce sont surtout les supports et les relais de diffusion. J'ai choisi pour cette première photo, et après je ne parlerai pas aussi longuement sur chaque image, probablement ce qui m'a amené à la photographie, c'est une forme d'engagement, c'est-à-dire que pour moi, être photographe, c'était une manière de m'engager dans le réel. Et finalement, en racontant le réel et en témoignant du réel et des choses qui me concernaient, où je me sentais impliqué, sont d'agir. Donc, cette première photo qui est assez symbolique est une évacuation de sans-papiers à Paris dans les années 90. Et c'est ce qui a aussi marqué ma carrière de photographe pour le journal Libération pendant 10 ans, pour le quotidien. Donc de 2000 à 2002, j'ai travaillé pour ce quotidien et principalement sur des sujets de société. Ce qu'on appelait à l'époque l'exclusion, donc c'était les sans-papiers, les mal logés, les quartiers populaires, tous les problèmes d'insalubrité qu'il y avait à Paris, etc., etc. Et aussi des questions de police. Donc finalement, ce qu'on a retrouvé récemment sur les questions de police était déjà dans les années 90 sous-jacent, vu qu'on avait une répression assez forte du mouvement social. C'est probablement cette première photo qui m'a permis de travailler pour le journal Libération. Ce sont après les émeutes de la Goutte d'Or, la mort d'un jeune d'origine africaine, et il y a eu les premières émeutes vraiment parisiennes des quartiers populaires dans les années 90 avec une répression policière très brutale, et on a commencé à voir dans le maintien de l'ordre finalement des policiers en civil, des bacs, etc., etc. Donc la police a été quelque chose qui m'a beaucoup occupé dans ces années-là. Et on est vraiment dans une grande tradition pour moi du photojournalisme, c'est-à-dire être au plus près, sans vouloir reprendre la phrase un peu marronnière de Capa, mais voilà, j'avais ce fantasme que le bon photographe était celui qui était vraiment au cœur de l'événement, qui collait au plus près de ce qui se passait. Voilà, donc ça c'est une charge de policier. Et puis, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les questions de logement. C'est les premières fois où on a commencé à avoir les réquisitions de logements vides par une association qui s'appelait le DAL. Et donc,
cette manière de travailler en passant beaucoup de temps, en étant toujours une espèce d'idée d'immersion, en fait, cette photographie immersive, ben même encore aujourd'hui, je le garde, même si, comme vous le verrez plus tard, ma manière de travailler est différente. Donc ça, c'était une photo qui avait fait la une de Libé. C'était des familles qui avaient cassé rue Béranger un immeuble vide pour pouvoir venir l'occuper. Et j'ai fait des études. Moi, je viens des études de beaux-arts, hein, donc j'avais aussi j'avais aussi cette volonté d'avoir une photographie iconique, en fait, et donc avec un grand souci pour la forme. Parce que mes référents picturales, j'aimais beaucoup le peintre de Latour, par exemple, qu'il avait une manière comme ça, avec la lumière, avec des cadres très simples. Il donnait toujours le sentiment, finalement, d'être au bord des scènes qu'il photographiait, une espèce de témoin privilégié. Voilà, donc c'était ce qui me plaisait aussi, et ce qui me plaît toujours aujourd'hui dans la photographie. Et déjà, le mouvement était quelque chose qui était très... J'avais toujours un peu cette espèce de désir d'arriver à mettre en mouvement les images fixes. Donc j'aime beaucoup cette photo qui est dans cet esprit-là. Donc Libé, les premières années, c'était du noir et blanc. Hein. La couleur à Libération est arrivée plus tard, hein, au moment de Libé 3. Donc Libé 3, c'est les années 96. Mais les premières années de Libération, on est en noir et blanc, il y a un labo noir et blanc, on shoot en trix, on édite les planches contact. Et pour moi, c'est vraiment voilà, la photographie, finalement la photographie de cette époque et la photographie qui avait pu la pratiquer Capa au moment de la guerre d'Espagne ou je sais pas, Cartier-Bresson à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale était finalement pas très différente de la manière dont on la pratiquait, dont moi je la pratiquais à l'époque. Alors j'étais pas éléicaïste, parce que j'avais pas l'argent de m'acheter un Leica, mais voilà, c'était le même souci. Et ça, c'est vraiment, ces photos-là, c'est ce qui a vraiment été le virage dans ma carrière. Ce sont les années 2000, où j'ai commencé à travailler en couleur, où j'ai changé de format, je me suis mis au moyen format, c'était l'époque du Mamiya 7. Beaucoup de reporters sont passés au Mamiya 7, Guillaume Herbeau, Jérôme Brésillon, Bertrand Després, Gilles Coulon, Denis Darzac, beaucoup de photographes de ma génération, et on a commencé à prendre un peu de distance, parce que le Mamiya 7, c'était quelque chose qui nous permettait moins de nous rapprocher, parce que la distance de netteté était plus réduite, c'était 1,20 m, alors qu'avant, on pouvait s'approcher à 50, 40 cm, un peu à la Gilles Pérez. Donc là, on a commencé à prendre de la distance, et l'image... ça a commencé à suspendre un peu le réel. Et moi, j'ai fait ce voyage en Patagonie où j'ai alterné des portraits et des paysages. Et c'est vraiment la première fois où j'ai commencé à renouer aussi avec une espèce de dimension iconique de la photographie en travaillant sur la lumière, sur la couleur. Et ça a été un grand tournant dans mon travail. Et en même temps, j'ai gardé, et ce qui reste toujours aujourd'hui dans ma photographie, une dimension émotionnelle. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, le pari pour moi dans la photo, c'est d'arriver à garder la force émotionnelle d'une image, sa capacité à émouvoir, à taper au cœur, à nous transporter comme ça dans les histoires individuelle et collective, et en même temps de donner une dimension plus universelle par une forme épurée, un peu radicale. Donc voilà, cette espèce de mélange finalement entre une forme d'icône et en même temps une forme de réel. Donc avec un grand soin pour la couleur aussi, c'est-à-dire que finalement la couleur est quelque chose que j'ai gardé de mes années d'études d'art, les complémentaires, etc., etc. Et déjà dans ces paysages, il y a une dimension de fiction. C'est-à-dire que je commence à travailler avec des images évidemment de cinéma à l'époque. Donc à l'époque, je suis très influencé par David Lynch, parce qu'il vient de sortir tous ses films avec cette espèce de crépuscule toujours, où tout se mélange, etc. Et l'idée, c'était de commencer à photographier ces paysages comme des scènes de fiction, en fait, où
où quelque chose allait se passer, où quelque chose venait de se passer, mais finalement en étirant le paysage et en lui donnant aussi une dimension intemporelle, comme si tout à coup, en regardant ce paysage, on pouvait s'inventer une histoire qui est propre et qui a une baisse de mélange d'une histoire, d'une fiction en effet, et puis d'une histoire personnelle aussi. Donc, tu as une réaction qui dit enfin un photographe humaniste et sensible. Et un autre qui met Wanders point d'interrogation. Ouais. Et finalement, ce que j'aime dans la photographie aussi, c'est on me demande pourquoi, souvent on me demande encore aujourd'hui ce qu'est la photographie. Et c'est aussi, pour moi, c'était aussi une manière, c'était aussi c'est une manière de vivre finalement aussi la photographie. C'est-à-dire que finalement cette possibilité de voyager, d'être en lien avec des gens qui sont pas forcément des gens que je rencontrerais autrement, de me raconter mes histoires, de m'inventer mes histoires. C'est-à-dire que finalement dans ce travail, j'étais parti de livres de Koloan, de Sepulveda. J'avais rêvé, j'avais commencé à avoir une espèce d'image mentale de cette espèce de voyage idéal que j'aimerais faire. Et puis évidemment, le réel, il est jamais le voyage idéal. Et en fait, la photographie aussi pour moi, c'est cette manière à accepter la déception du réel, c'est-à-dire accepter de ne pas être surpuissant par rapport au réel, accepter aussi parfois que ce qu'on a en face de soi n'est pas ce qu'on a imaginé. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-à-dire comment on arrive à faire son deuil finalement de l'image idéale pour en faire une image qui est une image juste et qui est une image qui est fragile et qui est une image instable aussi. C'est-à-dire que finalement, moi, ce que j'aime aussi dans la photographie, c'est cette manière un peu, le fait d'être un peu sur la pointe des pieds, c'est-à-dire parce qu'il y a quelque chose de très surpuissant dans le fait d'être photographe. Et en fait, cette surpuissance, souvent, pour moi, en tout cas, je suis obligé parfois souvent de la déstructure, enfin de la démonter pour pouvoir être en lien plus simplement avec ce que je photographie. Et avec aussi cette capacité par exemple, cette jeune fille, Elvira, que j'ai photographiée, qui était au fin fond de la Terre de Feu, et j'avais une espèce d'infinie tendresse pour elle, et je voulais en faire une héroïne, en fait. Je voulais en faire une héroïne de roman. Elle aurait pu être une héroïne d'Emmanuel Carrère, ou être une héroïne de Dostoïevski, ou être toutes ces héroïnes que moi, j'adore, ces espèces de personnages comme ça, qui sont à la fois là, et en même temps, on a l'impression qu'ils vont une espèce de fragilité solide, quoi. Et tout ça, je vais le garder après. C'est-à-dire que quand je vais photographier, vous allez voir, j'ai beaucoup de portraits, les gueules cassées d'Irak, les alcooliques, les sorties de prison, etc. J'ai toujours cette volonté de faire des personnages que je photographie, des héros fragiles, en fait. Des héros, en fait, je crois que le fait de photographier l'autre, pour moi, c'est une manière d'éprouver ma condition en testant ma capacité d'être en lien avec lui aussi. Voilà. C'est-à-dire que finalement, si j'arrive à reconnaître mon modèle comme la personne que je photographie, comme mon semblable, comme quelqu'un qui m'est proche, ben, je me dis que les autres aussi pourront les reconnaître de la même manière. Donc ça, c'est le premier, c'est un travail qui a été très important aussi pour moi, c'est les gueules cassées d'Irak. Et c'est des choses qui sont parties pas de colère, mais de sentiments d'impuissance, en fait. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait? J'écoutais tous les matins à la radio un espèce d'égrenage comme ça, insupportable des victimes en Irak. C'était au moment où la guerre était très brutale, où il y avait l'intervention américaine, et tous les matins, on avait une espèce de liste de morts, 100 morts, 10 morts, 20 morts, 40 morts, et et les blessés, c'était insupportable, et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et comme j'étais pas un photographe de guerre, que je suis pas très à l'aise sur les terrains de conflit, je me suis dit, ben, je vais aller photographier la trace que laisse la guerre sur les civils. Et ce travail de la trace, en fait, de l'empreinte, du creux, c'est aussi quelque chose qui va me faire muter et qui va aussi me faire quitter le photojournalisme strict pour aller travailler sur l'après, en décalant les moments, en disant, voilà, finalement, c'est plus l'événement qui m'intéresse, mais c'est l'empreinte qu'il laisse sur les corps, sur les géographies,
Et c'est ce que j'ai fait avec ce travail sur la guerre en Irak, que j'ai appelé Gueule cassée, avec toujours cette volonté aussi pour moi, quand je travaille en photo, j'ai 3 axes. Le premier axe, c'est comment j'arrive à m'inscrire d'une certaine manière dans l'histoire collective de la représentation. Donc, du coup, ça veut dire que je vais chercher dans la peinture, dans ce qui a été fait avant moi. Et donc là, j'ai été voir ce qui avait été fait sur les gueules cassées au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et ils avaient été photographiés à l'hôpital, enfin l'hôpital militaire, je me rappelle plus son nom là, à la Concorde là. Pas la Concorde, bref, peu importe, ça va me revenir. Et ils l'avaient photographié pour isoler, parce qu'il y avait des brancards partout, pour isoler. Ils avaient pris des sacs de pommes de terre qu'ils avaient cousus, ils avaient fait des fonds en toile de jute. Et donc j'ai repris cette histoire de fond en toile de jute. Et c'était dans un hôpital de MSF qui était à la frontière irakienne. Et j'ai essayé de reprendre un peu ce même dispositif. La deuxième chose, c'est comment j'arrive à ne pas enfermer mes modèles dans le dispositif. C'est-à-dire comment je laisse la possibilité aux gens que je photographie de pouvoir évoluer dans le dispositif que je leur propose. Donc là, j'avais proposé aux gens de se maquiller, de pouvoir choisir leurs vêtements, etc., etc. Et la troisième chose que j'essaye, c'est comment finalement l'image, elle peut, d'une certaine manière, avoir une dimension au-delà de simplement ce qu'elle raconte en fait, de comment elle peut d'une certaine manière devenir universelle en fait. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais essayé avec ce travail sur les gueules cassées d'Irak. Je sais pas si je suis clair, mais voilà. Si, très très bien, très bien. Voilà. Et donc là, je voulais vraiment les photographier avec une très belle lumière, que ces gens totalement déchirés, défigurés, en plus c'était des enfants, massacrés par la vie, les photographier avec énormément de soin en fait. À l'époque, je faisais de la mode pour Marie-Claire et je voulais vraiment les photographier avec un très très grand soin. Et cette série, elle a été fondamentale parce que tout à coup, je me suis rendu compte que je pouvais me saisir du portrait, alors que je suis pas portraitiste, pour aussi documenter le réel. Et que c'était une manière aussi de débarrasser finalement les personnes de, on va dire, l'anecdote et de ce qui pouvait nous mettre à distance finalement. C'est-à-dire que finalement, en isolant les sujets et en les montrant très simplement, on pouvait être en lien sans être perturbé ou influencé par des éléments narratifs qui viendraient d'une certaine manière induire la manière de lire l'image. Et après avoir fait le travail sur les gueules cassées d'Irak, j'ai fait le travail sur l'alcool. Et c'était pareil, je me suis demandé, quand on m'a commandé ce travail, comment photographier les alcooliques. Et je me suis dit finalement, le moment où je pourrais essayer de les photographier, c'est le moment où ils essayent de sortir de l'alcool. Plutôt que photographier l'alcool, je me suis dit, je vais photographier la sortie de l'alcool. J'ai photographié le combat pour l'alcool, contre l'alcool. Et j'étais très impressionné. Je pensais que personne accepterait d'être photographié. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des gens. Et finalement, quand les gens ont accepté, je me suis senti tellement redevable de leur courage et je me suis dit, je vais les photographier vraiment. Voilà, on va les voir. Leur visage va envahir l'image et on va être dans leurs yeux, etc., etc. Et donc, je les ai photographiés très près. Comme une manière d'être à la hauteur aussi de leur combat et pour moi de leur courage. Donc vous voyez déjà, entre les premières photos de Libé et ce travail-là, on est dans les années 2000, un peu avant 2010, donc ça fait 20 ans que je suis photographe. Je travaille toujours sur les mêmes choses, mais ma manière de faire a totalement évolué. Et je voulais aussi que ces visages ils aient une dimension aussi cinématographique. C'est-à-dire que finalement, en regardant les yeux, en regardant les textures de peau, etc., on puisse commenter à s'inventer sa propre histoire, à dire tiens, qui est ce mec voilà, qu'il y ait une espèce que l'image soit une ouverture aussi.
Et à chaque fois que je fais ces boulots, je me pose toujours la question de la lumière, de comment je les photographie. Donc, j'ai une espèce d'armoire chez moi avec plein de bouquins, etc. Et donc, je regarde parce que finalement, je pense que il y a eu finalement la photographie. Il y a eu, c'est un peu ça qui est finalement étonnant, c'est que dès les premières années, tout a été inventé en fait. C'est-à-dire que finalement, on regarde les photos de Nadar, on regarde les photos de Brassailles, on regarde les photos de Dorothée Lange. Il y a déjà tout dans la photographie. Et donc, je me suis dit, ça sert à rien d'essayer d'inventer des choses. Autant aller puiser dans tout ce qui a été fait avant et m'en inspirer. Et voilà. Et finalement, regarder comment ces sujets-là ont été photographiés par d'autres. Et puis, voilà. Et finalement, revisiter. J'ai l'impression à chaque fois de revisiter d'une certaine manière l'histoire de la photographie dans la réalité contemporaine d'aujourd'hui, finalement. Grégoire, il y a une question. Quand vous dites sortie de l'alcool, que voulez-vous dire? C'était des gens qui étaient en post-cure. Donc, c'était des gens qui avaient déjà fait la cure. Donc, c'était des gens qui étaient sevrés d'alcool et qui, pendant 3 mois, allaient vivre à la campagne où ils devaient reprendre une vie, donc par le travail, par des activités sportives, etc., pour réapprendre à vivre en ne buvant plus. Donc, c'était des gens qui ne buvaient plus. Mais en même temps, c'est des gens, beaucoup de gens rechutaient. Par exemple, ce monsieur-là, avec qui j'avais Joël, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, il a quitté la post-cure, en fait. Il a replongé. Et plus loin, il y avait une question qui faisait référence au travail précédent, qui disait le décalage est hyper perturbant, le langage photographique de portrait de studio, mais qui montre, entre guillemets, l'horreur de la guerre. Ben, c'était ça l'idée, ouais. C'était à peu près ça l'idée, ouais. En fait, la question est toujours comment on photographie ce qui est moche, en fait. Hein? C'est-à-dire et comment on accepte aussi le fait que la beauté nous prenne par surprise, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai travaillé en prison, j'étais dans un univers très brutal, très laid, absolument visuellement agressif. Et finalement, je me disais, si je m'efforce de photographier extrêmement bien, avec beaucoup de rigueur, en appliquant tout ce que je sais faire, etc., à un moment, la beauté, elle surgira. Et cette beauté-là, elle nous mettra pas à distance, au contraire. Elle nous permettra d'être en lien avec ce réel-là. C'est-à-dire que je crois que les gueules cassées, aussi brutales qu'est la réalité que je montre, aussi terribles, sont les destins que je laisse entreapercevoir. Je pense que le fait qu'il y ait une dimension iconique de l'image, qu'il y ait un soin apporté à cette photographie, nous permet aussi, d'une certaine manière, d'être en lien. Et c'est ça, finalement. C'est d'accepter de reconnaître ces gens au destin brisé comme des gens qui nous sont proches, en fait, comme des gens qui nous sont familiers, en fait. Et comment on arrive à rendre ce qui est dur, violent, laid, ce qu'on veut pas voir, comment on arrive à le rendre familier et accessible au regard, en fait. Ce travail-là, alors c'est un peu un travail très particulier que j'ai fait en 2010, après ma première exposition à Arles, et où j'ai travaillé sur le lien père et fils, et où j'ai fait cette première photo avec mon fils Marco, qui est un petit garçon adopté, et où je me suis dit, c'est le premier travail introspectif, c'est-à-dire que pour questionner ma relation à mon fils et à mon père, je me suis dit, je vais aller questionner la relation d'autres fils et d'autres pères. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait en France, en Chine et au Brésil. Donc, je vous montre un petit aperçu. Et là, vraiment, je vous parlais de la tour. On est totalement dans cette espèce d'imagerie de la peinture, de la fin du 18e et du début du 19e, c'est-à-dire la peinture très romanesque. Et c'est ce que je voulais faire. Et toujours avec une dimension, voilà, j'ai toujours quand même avec une rugosité, avec quelque chose qui nous accroche. C'est-à-dire que ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y ait plein de prises différentes en fait dans ce que je fais. Que ça nous questionne, parfois que ça nous dérange. Voilà, qu'il y ait toujours plein d'allers-retours en fait entre notre intériorité et ce qu'on regarde en fait.
J'essaye de laisser ouvert le plus possible les champs entre le sujet, entre le regardant et le regardé, en fait, pour qu'il y ait toujours une tension. Voilà. Parce que ce qui est difficile, c'est de maintenir la tension entre soi, le photographe, et l'autre qu'on photographie, ou la réalité qu'on photographie. Comment on maintient cette tension? Parce que c'est cette tension entre le regardé et le regardant qui, selon moi, donne la vitalité à l'image. Et aussi comment les détails, comment je laisse remonter les détails, comment je donne accès aux détails finalement. Hein, là, le petit détail, c'est évidemment cet enfant qui pince le sein de son père, donc il y a quelque chose de très féminin dans cette image. Et comment faire que le détail, c'est pas quelque chose qui est ostentatoire, c'est quelque chose qui aussi nous prend un peu par surprise. Tout à coup, tac, on a le détail. Plus on regarde l'image, plus on se laisse absorber par l'image et plus on la découvre en fait. Et finalement aussi passer de chants très très rudes à des choses beaucoup plus douces, c'est-à-dire qu'il y ait une espèce comme ça, qu'il y ait une espèce d'onde en fait, que la photographie soit pas, enfin pour moi que mon travail soit pas une espèce de ligne droite, mais que ça soit un mouvement ondulatoire en fait, et que probablement j'essaie pas de trouver une photographie véritable, etc. Je pense que c'est pour ça que je crois beaucoup à la série, et je pense que c'est beaucoup en regardant l'ensemble des images, en faisant ce voyage, qu'on arrive à peut-être avoir une espèce de vision juste sur un travail en fait. Et une question idiote, ils étaient totalement nus? Non, torse nu. Non, torse nu. Mais c'est aussi ça, c'est-à-dire que finalement c'est ça qui est chouette dans la photographie, c'est que la fiction c'est aussi cette manière qu'on peut s'arranger avec le réel en fait. Finalement, on peut tricher un peu avec le réel si l'image est juste. Moi, je parle de nudité, mais ils sont pas nus. Parce que, évidemment, ces photos-là, je pourrais pas les faire s'ils étaient nus. Et en même temps, ça parle de nudité. Ça parle ça parle du corps, ça parle de la proximité, ça parle de la différence d'âge, ça parle du vieillissement, ça parle de l'odeur, ça parle de plein de choses. Ce travail, c'est une espèce de boîte émotionnelle. Voilà. Donc là, on rentre et je me dépêche parce qu'on a presque fini. Je rentre vraiment dans le travail donc très important qui est sur la prison. Je peux vous montrer que celui-là parce que le dernier, comme il va être exposé à Avignon l'été prochain et que Avignon n'a pas encore fait sa conférence de presse, ben, il est encore sous embargo, donc je peux malheureusement pas le montrer. Donc je vous montre un des travaux que j'ai fait sur la prison. C'est le deuxième, j'en ai fait 3. J'ai fait un premier où j'ai travaillé avec des familles de détenus, où j'ai raconté la vie des familles de détenus à côté de la prison. Celui-là, je suis rentré en prison. Et le troisième travail, qui sera montré à Avignon cet été, c'est comment photographier la prison sans la montrer. Donc là, je vous parlais, là, l'idée, c'était, je voulais que mes photographies soient très soignées, soient très précises. Donc là, je suis vraiment dans un très grand souci documentaire, où, comme j'ai la conscience de la responsabilité qui est la mienne, vu que je rentre en prison à un moment où il y a très peu d'images de prison qui se sont faites, parce que la prison s'est refermée, et je rentre avec une haute autorité qui est le contrôle général des lieux de privation de liberté. Donc je suis à cette époque-là le seul photographe à pouvoir faire ces images, et donc cette responsabilité, elle induit ma manière de photographier en fait. C'est-à-dire que je veux avoir une photo irréprochable. Je veux que quand on se posera la question de à quoi ressemblaient les prisons dans les années 2010, eh ben, je veux qu'on puisse regarder mes photos et qu'on dise voilà, les prisons dans les années 2010, c'est les photos de Korganov. Et c'est pas une prétention de ma part, c'était parce que je pense qu'aussi le photographe, on a des responsabilités face au réel et que parfois, quand on a la chance d'être à un rendez-vous important, eh ben, il faut à ce moment-là prendre très au sérieux ce que l'on photographie. Est-ce que tu retravailles après ces images? Non, Jamais. il y a juste un travail de chromie. Aucune transformation, rien Ni du tout. recadrage. Non, quasiment pas. Si c'est recadrage, c'est vraiment des recadrages d'ajustement. Okay.
Et la grande question que je me suis posée sur la prison, c'était est-ce que je photographie les visages ou pas? Et finalement, c'était un moment où on se posait la question de la représentation des visages. L'administration pénitentiaire interdisait la représentation des visages. Donc j'avais l'impression, en ne photographiant pas les visages des détenus, d'être un peu complice de l'administration pénitentiaire. Et en même temps, je me suis photographié les visages. On va commencer à se demander qui sont les personnes qui sont détenues, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils sont des criminels, des voleurs, des violeurs, etc., etc. Et on va être mis à distance de ce que je veux montrer. Et comme moi, je voulais pas qu'on se pose la question de la peine, et je voulais pas qu'on soit dans l'émotion de la peine, je voulais qu'on soit dans le constat implacable des conditions de détention aujourd'hui en France. Je voulais vraiment livrer un corpus de ce qu'était la prison aujourd'hui. J'ai fait le choix de pas montrer les visages. Et la difficulté, c'était comment faire des images habitées, comment faire des images qui sont où on sent la présence des personnes, des prisonniers. Et je me suis dit, le seul moyen, c'est de travailler sur le corps, en fait. Et comme c'était l'époque où je bossais sur la danse, je me suis intéressé de voir sur comment le corps, d'une certaine manière, comment l'espace impactait le corps, comment le corps se déplaçait, s'asseyait, occupait ces espaces fermés qui étaient les lieux de privation de liberté. Tu fais beaucoup d'images quand tu es dans cette situation-là? Non, non, mais de toute façon, je suis pas un photographe qui fait beaucoup d'images. Ça, c'est le Mamiya A7. Le Mamiya A7, on faisait 12 vues par rouleau. Donc, ça m'a appris, comme ça coûtait une blinde, les rouleaux et développés, ça m'a appris à une économie de la photographie. Je pouvais passer des journées sans photographier. Et c'était Depardon qui m'avait dit, quand j'avais vu au tout début de ma carrière, il m'avait dit le temps passé à ne pas photographier est plus important que le temps passé à photographier. Ouais. Et pour terminer, je vais vous montrer un autre travail que je fais, qui est le travail sur la danse, et qui est aussi quelque chose qui m'aide beaucoup dans tout ce que je fais. Donc le travail sur la danse, vous avez vu les gueules cassées, les alcooliques, et quand j'ai eu mon premier travail sur la danse, j'avais pas envie de me confronter au mouvement de la danse parce que j'avais l'impression que c'était une bataille perdue, que j'arriverais pas à saisir avec mon appareil photo toute la puissance du mouvement du danseur. Et donc, j'ai fait ce travail sur le danseur en station debout. Et donc, je les ai photographiés juste après le spectacle et je voulais voir qu'est-ce qui restait du spectacle sur le corps. Et finalement, c'est un peu comme la même chose avec les gueules cassées d'Ira, comme la même chose avec les alcooliques et comme le prochain travail que j'exposerai à Avignon, où j'ai photographié les familles de détenus juste après les parloirs. C'est-à-dire que j'ai installé un studio à la sortie des parloirs et j'ai voulu voir qu'est-ce qui restait des parloirs sur le corps des familles qui venaient voir leurs proches emprisonnés. Et donc là, c'est le travail que j'ai fait sur la danse, ça s'appelle Sortie de scène. Et pour rigoler, voilà, je vais terminer par un truc un peu marrant. Et donc là, c'est tout un travail que j'ai fait cette année pour Chaillot, le Théâtre National de la Danse, où pendant 15 jours, j'ai travaillé avec des très jeunes danseurs dans le théâtre. Et on a fait une espèce d'occupation joyeuse et bordélique du théâtre, et où j'ai essayé de travailler comme une espèce de voyage dans toutes les choses qui m'intéressent. Donc moi, je suis très intéressé par les questions du genre, par la représentation masculine, féminine, etc. Et donc, dans ce travail-là, je me suis amusé avec ces jeunes danseurs à faire un travail. Voilà, donc c'est un travail, tout est mis en scène, tout est construit de toutes pièces. Et c'est le dernier travail que je montre. Et sur sortie de scène, c'était quoi le protocole? Donc là, j'avais un fond noir. Je voulais photographier les danseurs comme on photographie les papillons. Donc j'avais pris un ring flash que j'avais monté sur mon optique. Et à chaque fois qu'ils sortaient que la représentation était terminée, je les tirais comme ça, je les mettais devant le fond et poum, j'ai envoyé un coup de flash dans la tronche. Et je faisais 3-4 photos. Et après, ils partaient, je passais à un autre. Et j'ai un très grand amour des mains. J'adore les mains. Et je crois que c'est parce que j'ai jamais réussi à les dessiner. Quand j'étais aux Beaux-Arts et après aux Arts appliqués à Estienne, on avait des cours de main. Je me rappelle, c'était, je sais pas si tu te rappelles, Guy, c'était, je sais plus comment c'était cette femme, la prof de dessin, je me rappelle plus son nom. Et elle nous faisait faire des mains et j'étais une bille, j'y arrivais jamais.
Et donc, je me suis juré que quand je serais photographe, je photographierais très bien les mains. Et donc, j'adore photographier les mains. Donc, toutes les mains, vous voyez, à chaque fois, il y a un travail sur les mains. Et là aussi, vous voyez, les mains, je travaille beaucoup sur les mains. Et finalement, je travaille sur la danse. Ce qui m'intéresse, c'est comment j'arrive dans un sujet où il n'y a pas d'enjeu euh, social, d'une certaine manière. Ah bon, mis à part que les danseurs bon, sont un peu les ouvriers, entre guillemets, du spectacle vivant, parce que ils sont pas très identifiés, les danseurs, contrairement aux comédiens ou aux chanteurs. Ils sont souvent très anonymisés. Mais et ce qui m'intéressait, c'était voilà d'arriver à mettre du réel aussi là-dedans, à rentrer un peu des éléments réels et de ce qui m'intéresse. Dans les questions qui sont posées, quelqu'un demande, Simago demande si vous avez photographié plusieurs prisons et des prisons de femmes aussi. Oui, j'ai photographié 20 prisons en France et j'ai pas mal photographié de prisons de femmes, notamment la prison de Bapaume. Je peux remonter, et voilà, il y en a dans la série. Hop, je remonte vite fait. Il y en a une. Et voilà. Ça, c'est dans la prison des femmes de Bapaume. Ah, pardon, elle est partie. Et ça a été une expérience très forte pour moi parce que les femmes que j'ai rencontrées étaient très seules et c'était très dur d'être en lien avec elles parce que autant les hommes font assez attention à eux en prison, enfin pas tous, mais beaucoup, autant les femmes se laissent totalement dévisser. Et donc, c'était difficile de les photographier dans ces moments où elles étaient totalement abandonnées, en fait. Donc, je reviens à ma dernière série, plus légère, parce que je voulais terminer par quelque chose de plus léger. Voilà, j'ai terminé. Extra. Je peux répondre aux questions. Super, merci. Beaucoup. Moi, j'aurais juste une petite question rapide. Tu as évoqué que tu as essayé de quitter l'anecdote pour aller vers l'universel à un moment donné dans ton exposé qui était vraiment superbe et passionnant. Je pense que beaucoup ont apprécié. Et on retrouve la question de Bernard Darras qui te précédait, à savoir comment on peut percevoir une photo, parce que quand on ne sait pas tout ce que tu nous dis, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qu'on s'en dit à soi-même. Et si tu quittes l'anecdote et que tu vas vers l'universel, on va vers l'image et on va vers un travail d'auteur. Je pense à Salgado, où il y a de l'information, mais il y a une plasticité énorme, qui parfois d'ailleurs lui est reprochée. Et toi, comment tu perçois cette question qui fait que progressivement tu vas vers un travail d'auteur où le sujet est le point de départ, mais ton point d'arrivée, c'est toi? Oui, bon, moi j'ai grandi avec Salgado, donc si tu veux, Salgado c'était un peu, on l'adorait, on le détestait, tu vois, parce que c'est toujours ces mecs quand tu fais le marathon qui sont à 300 mètres devant toi et que tu n'arrives jamais à rattraper, si tu veux. Après, la question aujourd'hui, moi la question c'est quand même, j'essaie de simplifier le plus possible mes images, c'est-à-dire que moi, dans le souvenir que j'ai de l'image de Salgado, c'est qu'il y avait une dimension assez baroque dans sa photographie, voilà, il était dans un mode de représentation qui était quand même très, on va dire, romanesque, avec beaucoup les ciels, etc. Aujourd'hui, moi, j'essaie de revenir dans une image, on va dire, plus épurée, plus rugueuse, et quand je veux enlever l'anecdote, c'est-à-dire que j'essaye d'enlever finalement tout ce qui pourrait, tout ce que j'estime n'est pas absolument nécessaire à l'image en fait. Et aussi le fait d'enlever l'anecdote, comme tu dis, c'est pour moi aussi une manière d'agir, parce que la question souvent quand même du photographe, c'est comment on agit sur le réel en fait. C'est-à-dire que et agir sur le réel, c'est aussi une manière de s'en émanciper et de s'en libérer. C'est-à-dire que je me rappelle quand j'étais jeune photographe, j'arrivais quelque part et s'il se passait rien, j'étais totalement désespéré. C'est-à-dire que j'allais à une manif où il devait se passer des trucs, s'il se passait rien, j'étais désemparé, je savais pas comment faire. Et aujourd'hui, finalement, j'ai plus ces problèmes-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux tout photographier parce que je sais que le réel je ne dépends plus du réel finalement. Le réel, je m'en sers,
je me l'approprie, je l'intègre, mais je le repropose. Et parfois, je peux même le reproposer dans des mises en scène ou je peux le reproposer dans des protocoles. C'est-à-dire que je suis un photographe du réel, mais totalement libéré de ce réel. Alors que je crois que Salgado, il reste encore quand même très, très empreint par le réel. Je ne sais pas si c'est clair ma réponse. Si, c'est très très clair. Merci parce que ça me permet de faire la jonction avec Bernard et ton travail. Et puis la suite qui va arriver avec Alexandra, donc c'est super. Merci beaucoup les mecs, les gars, enfin Olivier. C'était très bien, merci. Merci à toi, super. C'était un plaisir, j'espère que voilà, et puis bravo d'avoir maintenu ces rencontres. Je vous félicite, vous êtes des guerriers. Enfin toi Guy, je sais que tu es un guerrier. J'ai vu qu'Olivier avait été aussi bien accroché. Ouais. Super. Merci beaucoup pour ton compliment, ça fait plaisir. Merci.